Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé ou que vous mangez encore bien. Écoutez, c'est difficile de terminer ce fantastique colloque auquel vous avez été si nombreux à assister sans parler de tout ce qui touche la diversification des approvisionnements et de nos stratégies d'approvisionnement en énergie renouvelable, plus particulièrement en éolien. On va parler de ça ce midi, compte tenu de tout le remue-ménage qui se passe en ce moment dans le milieu de l'éolien. J'ai le sentiment, ça fait déjà depuis 2005 que je travaille dans cette industrie-là. J'ai un sentiment durant notre colloque en ce moment, et même depuis la dernière année, d'un revival de ce qui se passait en 2006, en 2007, lorsque l'industrie éolienne a été lancée au Québec. On sait que ça s'est passé en 2003, mais je pense que le gros mouvement a commencé avec l'appel d'offres de 2000 MW, avec ce qui s'est passé en Ontario dans ces mêmes années-là. C'était le début de l'éolien au Canada. Aux États-Unis, les gens qui allaient dans les conférences de AWEA, c'était la folie. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on vit cette relance avec un grand R, mais maintenant avec une industrie qui est beaucoup plus ancrée. On est une industrie, j'aime dire que les énergies renouvelables, c'est maintenant du mainstream, là. Il n'y a pas de question là-dessus. Et je pense qu'il faut qu'on agisse comme si nos énergies qu'on produit sont des énergies mainstream. C'est le message qu'on veut passer à la fois aux élus, mais également à l'ensemble de la population qui doit appuyer les stratégies et les positions politiques sur le sujet. Super. Ah, le photographe, l'animation de l'écran se fait automatiquement. Rappelons un petit peu où est-ce qu'on en est, la position de l'ACPER. Vous avez entendu dans les dernières années, à plusieurs reprises, Gabriel a travaillé depuis son entrée en poste sur ce qu'on a appelé la feuille de route 2030. Cette feuille de route-là qui s'adapte année après année à la réalité qui se modifie et qui aujourd'hui on ne peut que parler de la feuille de route accélérée parce que c'est cette portion-là des réflexions des années 2019 qui aujourd'hui nous mène vers cette relance importante et nos visées 2040, 2030, 2040 et 2050. Depuis des années, on vous bassine tous et on bassine nos élus politiques sur l'importance de la prévisibilité. Je pense que ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Du volume, de la récurrence. On ajoute cette année la flexibilité. J'entendais hier une collègue d'une entreprise qui disait « Ah, chez nous, c'est devenu l'acronyme de tous les jours, le PVR. Elle va devoir moduler son acronyme à partir de demain. Ça va devenir le PVRF. » Et c'est vraiment les 4 mots qui nous mènent vers le futur. On se retrouvait donc avec rapidement une petite ligne de temps. Voyons où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. On a eu des appels d'offres en énergie éolienne et en énergie tout renouvelable. Le plan stratégique d'Hydro-Québec par la suite qui indiquait qu'il voulait développer un portefeuille de 3000 MW en gré à gré. Ensuite, l'annonce des appels d'offres de 1000 MW d'éolien et 1300 en tout renouvelable qui ont dernièrement été annulés et dont on attend une nouvelle annonce prochaine pour la nouvelle mouture. On aurait bien aimé vous présenter ça hier, mais on travaillera dans les prochaines semaines pour y être aussi. Et donc, tous ces objectifs-là nous amènent à 2 aspects. D'abord, rapidement avoir les résultats des appels d'offres qui sont en cours afin de s'assurer que la fenêtre 2026 reste réaliste. On le sait, ça veut dire que d'ici fin 2024, on va tous avoir besoin de nos décrets. Donc, c'est très important de faire ces annonces-là prochainement pour engager cette première partie de cette nouvelle relance et également de lancer la nouvelle mouture du programme d'achat pour le 4000 MW afin également de ne pas
manquer la visibilité, la fenêtre de possibilités en 2027. Évidemment, à chaque fois qu'on travaille sur des programmes comme ceux-là, qui sont des programmes, comme on vient de le dire, prévisibles, récurrents, etc., on vise à terme en 2030, mais il faut s'assurer que c'est souvent les premières années qui sont les plus difficiles à démarrer. Après ça, le roulement se fait. Et chez nous, à l'ACPER, on veut s'assurer que les années 2026 et 2027 sont conservées. Elles sont absolument nécessaires pour que cette transition énergétique se fasse convenablement. Ce qu'on entendait hier, en fait, pour poursuivre là-dessus, c'est pratiquement 1000 mégawatts par année jusqu'en 2040. Quand on entend le ministre nous parler de 4000 mégawatts d'ici 2030, puis d'un horizon de 8 à 10 000 mégawatts supplémentaires d'ici 2040, on peut s'entendre que, nonobstant la façon dont ces mégawatts seront distribués à travers les années, on est devant un très gros chantier qui va nous amener à décarboner le Québec. Cette prévisibilité, ce volume, cette récurrence, cette flexibilité sont primordiaux pour être capable d'attirer des capitaux, de mobiliser des capitaux et aussi les ressources. On en a parlé durant notre colloque, l'importance des ressources, de la main-d'œuvre, de la chaîne d'approvisionnement. C'est dès maintenant qu'il faut qu'on donne un signal clair. Ça semble loin, 2030-2040, mais pour tous ceux qui travaillent dans notre domaine, on sait bien que c'est bien des années en amont qu'il faut commencer à travailler. Oups. Bon, cette carte-là, je vous invente rien, tout le monde l'a déjà vue, en tout cas ceux qui travaillent en éolien, clairement. Il y a beaucoup de ressources éoliennes au Québec. C'est une carte très macro. On découvre aussi avec les nouvelles technologies, l'avancée des technologies en éolien, la possibilité d'aller explorer des nouveaux territoires au Québec aussi qui ont un grand potentiel, tout en continuant de vouloir promouvoir le développement des territoires qui sont déjà très reconnus pour la qualité de la vélocité des vents. En 2024, à la fin de l'année 2024, on aura finalement atteint le 4000 mégawatts installés, celui de la politique énergétique 2006-2015. Alors, 10 ans après la fin de cette politique énergétique, on va enfin se retrouver avec le 4000 mégawatts de base, celui sur lequel on va construire les 4000 prochains, les 4000 suivants, les 4000 suivants. Je pense qu'on y va par 4000 au Québec. Je ne sais pas c'est quoi le message, mais on sait clairement qu'avec ces étapes-là, on pourra se rendre plus loin à condition qu'on soit en mesure de s'interconnecter. Quand j'ai commencé dans le domaine de l'énergie éolienne, des énergies renouvelables, on visait à identifier des sites qui étaient les plus intéressants au niveau de la capacité éolienne, au niveau de la vélocité des vents. Et ensuite, on développait à partir de là pour finir avec nos demandes d'interconnexion, s'assurer qu'on était capable, c'était presque secondaire, sinon tertiaire dans le développement des projets, des premiers projets en 2003, 2006, 2008. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous le savent, c'est presque l'inverse. En fait, ce n'est pas presque l'inverse, c'est absolument l'inverse. Il faut s'assurer d'une interconnexion et faire avec la vélocité des vents sur place. Grâce à la technologie de nos manufacturiers, on y arrive, mais par cette façon-là aussi, on délaisse certaines régions très importantes pour lesquelles tout ce qui touche le développement du réseau électrique est primordial. Cette stratégie-là, cette capacité d'intégration-là est absolument non seulement importante pour nos besoins internes au Québec, mais également pour tout ce qui touche le raccordement et notre capacité à être un mobilisateur important. On l'est déjà dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, ça fait bien des années que l'ACPER et Hydro-Québec le sait très bien, le ministère de l'Énergie également. On est présent et on veut pouvoir travailler et poursuivre le travail là, sur le développement des lignes électriques, que ce soit fait en cohésion avec la réalité sur le terrain et les besoins des différents promoteurs. Pour justement
présenter ce que je suis en train de vous dire et préserver notre position, regardons un peu qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ça nous explique quand même assez bien. Parfois, une image et quand même quelques chiffres, ça nous permet de remplacer bien des mots. La raison pour laquelle le Québec se retrouve aujourd'hui dans une situation où le ministère et Hydro-Québec nous indiquent « Écoutez, il y a beaucoup trop de demandes, c'est impossible de répondre à la demande, on ne pourra pas accepter plus de 50% des demandes d'interconnexion qui sont déposées chez Hydro-Québec. » Évidemment, on sait toujours que c'est impossible d'aller de l'avant avec 100% de demandes. Par contre, on ne veut pas soi-même s'auto-flageller en disant on n'est pas capable de développer plus. Je pense que ce message-là a été très bien entendu au ministère et que le ministère de l'Énergie et Hydro-Québec sont aujourd'hui convaincus de l'apport qu'on peut apporter à la réussite de cette mobilisation autour du Québec. Il faut aussi mentionner, on le voit dans les dernières années, de plus en plus, l'importance de tout ce qui touche la décarbonation, les stratégies, les politiques de meilleure gouvernance, de responsabilité sociétale en entreprise, de ESG, environnement, social, gouvernance. Et je pense que dans le Nord-Est, on se retrouve avec quantité d'entreprises qui ont des objectifs ESG et qui se disent « mais c'est au Québec qu'il faut aller. Avez-vous vu, la production d'électricité a un impact très minime au niveau de la production de CO2. » C'est donc très important de continuer, de ne pas, comme je viens de le dire, de ne pas se reculer, de se renfermer sur nos propres besoins, mais également de pouvoir jouer ce rôle qui va nous amener autant énergétiquement qu'économiquement vers nos objectifs. Quels sont les besoins, la nature des besoins, les défis? On est tous capables de relever des défis. Il faut bien rentrer ce mot-là dans toutes les présentations qu'on fait, qui sont devant nous. On voit ici, à votre gauche, l'évolution des besoins qui sont annoncés année après année par le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec et les états d'avancement qui se font entre chaque année de plan d'approvisionnement. Et on voit à quel point, autant en 2019, on indiquait qu'on aurait besoin de 12,5 TWh supplémentaires d'énergie renouvelable d'ici 2030. Dans le dernier plan d'appro qui a été publié en 2022, on se retrouve aujourd'hui avec un besoin de 25 TWh d'ici 2032, donc le double de ce qui était prévu en 2019. Est-ce que cette tendance va aller en augmentant? On imagine que oui. On voit mal comment, dans le prochain état d'avancement, on aurait à reculer sur les prévisions d'aujourd'hui. On le sait tous, 2050, objectif de carboneutralité, on aura, et le rôle de l'électricité renouvelable a un immense rôle dans la carboneutralité. On parle de jusqu'à 100 TWh d'ici 2050. Évidemment, on peut prendre ce chiffre-là entre guillemets. L'évolution se fait jour après jour, mais soyons toujours à l'avance pour voir où se trouve la finalité de notre objectif de neutralité. Quel est l'effort qu'on doit faire maintenant pour y arriver par la suite. D'ici 2030, donc, on parle d'environ 35,5 TWh d'électricité renouvelable. Il faut comprendre qu'en plus des besoins actuels qui sont relativement plus prévisibles, on parle aussi énormément, et plusieurs de nos membres en sont, de tout ce qui touche la production d'hydrogène vert, la production des bioénergies. Plus on va vouloir produire d'hydrogène vert, devenir un marché pour l'hydrogène vert, plus on va vouloir aller de l'avant avec tout ce qui touche les bioénergies, ça va aussi nécessiter de l'énergie renouvelable. Donc, il faut s'assurer que tous les éléments sont pris en compte lorsqu'on fait des prévisions comme celle-là. On parlait de la feuille de route et je vous disais qu'on ne peut que parler de la feuille de route accélérée aujourd'hui. On n'a pas besoin de vous reparler de tout ce que ça veut dire. Par contre, le graphique ici vous démontre de quelle façon, nous, à l'ACPER, on voit l'évolution des besoins. Et
on y intègre les nouveaux approvisionnements qui ont été annoncés, donc le 300 MW d'éolien qui doit être fait en 2026. Et on a pris une hypothèse pour le 480 d'énergie tout renouvelable en se disant qu'une grande partie de ce 480-là sera très certainement de l'éolien également, ce qui nous amène environ à 1300 MW installés là, sous toute réserve à partir de 2026. Ce qu'on nous a dit hier, enfin, en fait, il faut aussi rappeler, j'aime ça aussi ramener un peu ce point-là. Vous savez, quand le ministre nous parle des 4000 mégawatts lorsqu'il a annulé les deux autres règlements de 1000 et 1300, le 4000, en fait, c'est pas plus que le 1000 et le 1300, c'est le 1000 et le 1300 avec en prenant le 1300 tout renouvelable et en le transformant en énergie renouvelable. Donc, il ne faut pas, sans négliger, faut voir ça comme étant absolument dans le 4000 MW, c'est la continuité du 1000 MW éolien et du 1300 tout renouvelable en transformant ça en éolien uniquement. Et maintenant, en ajoutant également probablement une portion pour du solaire, on est vraiment content d'avoir réussi cette étape-là aussi. Pour le moment, on n'a pas de chiffres autour de nous, mais attendez-vous à ce qu'on soit présent sur la scène pour continuer de faire savoir qu'on est prêt pour développer du solaire. On voit ici aussi une différence, en fait, entre la production annoncée et la feuille de route accélérée. Et c'est là que s'insère justement ce que je viens de vous dire, toute l'électricité renouvelable qui va être également exigée pour la production d'hydrogène, pour les bioénergies, pour tout ce qui touche la transition énergétique, l'électrification, le PEV, on mentionnait tantôt également. Donc, on a beaucoup de besoins supplémentaires. Il faut s'assurer qu'on regarde dans nos miroirs puis on fait nos angles morts pour s'assurer qu'on soit capable de fournir à la demande. En fait, c'est pas ça. On est capable de fournir à la demande. On n'a pas besoin de s'assurer qu'on est capable de fournir à la demande. On est capable, mais pour pouvoir dans chacune de nos entreprises, faire notre stratégie, on a besoin d'avoir cette visibilité-là qu'on a aujourd'hui. Pour réussir cette augmentation drastique de production d'énergie renouvelable, on va avoir besoin de tous les joueurs, non seulement tous les joueurs, donc vous tous, mais aussi de diversifier nos différentes méthodes d'approvisionnement, les différents programmes d'approvisionnement en énergie renouvelable. À l'ACPER, on est on encourage et on a toujours pris une position très ferme au sujet de l'importance de poursuivre avec des appels d'offres réglementaires. Je pense que c'est vraiment une méthodologie qui donne des résultats. Maintenant, il va falloir être beaucoup plus nimble que ça et s'assurer qu'on est capable d'aller chercher plusieurs types de contrats pour y arriver. Hydro-Québec a déjà annoncé qu'il voulait développer un portfolio de 3000 MW en gré à gré. Une portion de ce 3000 MW a déjà été allouée. On va certainement arriver d'ici très peu de temps, peut-être on se donne l'année, je ne sais pas, je regarde M. d'Hydro-Québec, pour finaliser des contrats pour combler ce 3000 MW-là. Mais en plus du gré à gré, des appels d'offres réglementaires. L'ACPER a aussi remis de l'avant, parce que ça fait bien des années qu'on pense que c'est impossible de faire des contrats d'achat d'électricité par entreprise, là, en bon anglais, corporate PPA. Et c'est vraiment quelque chose que l'ACPER veut continuer de soutenir avec le support des ministères et de tout ce qui touche la réglementation sur l'énergie pour permettre ça. On disait, je lisais ce matin, chaque matin je fais mes lectures de nouvelles sur l'énergie, le think tank Ember, qui est un think tank international global qui fait du data analysis sur les énergies renouvelables, nous annonce aujourd'hui que l'Union européenne a évité des coûts
de 12 milliards d'euros en gaz russe cette année, que d'un autre côté, ils ont augmenté de 10 à 19 l'intégration, à 23 l'intégration de l'énergie renouvelable sur le réseau. Cette image-là, ce matin, mais j'aurais voulu presque créer une nouvelle diapositive pour vous dire à quel point, effectivement, il y a un an, il y avait eu une grosse crainte que la crise énergétique devienne une crise environnementale en Europe. À certains moments de l'année, on en était certains. On réalise aujourd'hui que des gains en réduisant les gaz à effet de serre et l'intégration supplémentaire d'énergie renouvelable sur le réseau a permis à l'Union européenne de terminer cette année de guerre avec beaucoup plus de visibilité sur le futur de l'énergie renouvelable. J'essaie de faire le lien entre la crise énergétique et la crise de l'environnement. Et c'est très, très, très réconfortant d'abord, parce que quand on travaille sur les changements climatiques, des fois, on devient blasé de dire la même chose infiniment, tout le temps, tous les jours. Mais quand on voit des réussites comme celle-là, ça donne à tout le monde l'intérêt de poursuivre. Je rappellerai aussi, en terminant, que l'intégration de 23 d'énergie intermittente sur le réseau de l'Union européenne, il y a encore beaucoup de place. On sait, dans certains marchés, l'intégration peut aller jusqu'à 50 d'électricité intermittente. On a de la marge pour continuer d'intégrer nos énergies renouvelables sur les réseaux partout dans le monde. Il faut qu'on utilise cette marge-là, il faut qu'on fasse valoir la capacité des énergies renouvelables pour nous sortir de cette situation catastrophique. Merci. Ceux qui me connaissent savent que je peux parler d'énergie renouvelable pendant des heures. Je suis des fois un peu verbomotrice. Mais ce midi, plutôt que de m'entendre uniquement, je vais inviter à discuter avec moi 4 autres membres, gros développeurs au Québec, avec qui on va échanger et espérant vous permettre aussi de quitter ce colloque avec plusieurs idées pour le futur. J'inviterai donc Madame Isabelle Fontaine. Je suis une femme aussi, vous savez, là, j'aime ça là, quand il y a des femmes sur les panels. Isabelle est vice-présidente principale Affaires publiques et communications corporatives chez Boralex. C'est une stratège réputée. Elle a collaboré tout au long de sa carrière au développement et à la mise en œuvre de plans stratégiques d'affaires publiques, de relations gouvernementales pour plusieurs entreprises d'envergure nationale et internationale, notamment dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles. Bonjour Isabelle. Salut. Appartient maintenant à la catégorie gros développeur. Ah ouais, bon, Il OK. semble que je fit. Tu sais, je compte Kruger là-dedans aussi, hein, fait que... Absolument. Stéphane Desdunes, en tant que président développement chez EDF Renouvelable, Stéphane dirige les activités dans le domaine de l'électricité renouvelable au Canada, à New York et en Nouvelle-Angleterre, sur plusieurs technologies, le solaire, l'éolien, le stockage. Stéphane, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour la promotion. Tu m'as appelé président. Ah, j'ai dit vice-président, j'ai dit président. Écoute, on ne sait jamais, hein? Peut-être que c'est juste parce que j'ai une vision là-dessus. Je suis un peu sorcière de temps en temps. Monsieur Louis Robert, je t'inviterai à venir sur scène avec nous. Louis œuvre dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables depuis 30 ans. Pour la petite histoire, lorsque je suis toute verte rentrée chez Elimax en janvier 2006, c'est Louis qui m'a coachée. Je suis tout d'un coup, après ça, devenue spécialiste en énergie renouvelable. Si on se rappelle, en 2006, on avait vraiment beaucoup besoin de monde. On n'avait pas beaucoup de spécialistes. Donc, Louis, merci encore de m'avoir ouvert la voie jusqu'à aujourd'hui. Et Louis est avec Inergex depuis quelque temps, mais on le voit. Inergex, Invenergy. Louis est avec Invenergy. Alex? OK, Stéphane va devenir président, mais Louis est toujours avec Invenergy. OK. Désolée.
désolée, on est fatigué, hein? Peut-être que c'est juste moi qui est fatiguée, je suis désolée. Enfin, le dernier et non le moindre, Alex Couture. On ne dira pas d'où tu viens, on va dire où tu es aujourd'hui. Alex s'est joint à Inergex en septembre 2022 à titre de vice-président Développement Canada. Il dirige les activités de développement de l'entreprise partout au pays. Il possède 20 ans d'expérience dans l'industrie des énergies renouvelables. Nous voilà donc complets pour la discussion d'aujourd'hui. On va essayer de faire ça sympathique Absolument. pour finir la journée. C'est Évidemment- juste mercredi midi. Ah non, c'est pas vendredi après-midi encore. Mais je pense qu'on a eu une bonne semaine. Écoute, c'est incroyable, vraiment, c'est une telle réussite, 350. Quand Gabriel m'a dit en fin de semaine, on a dû arrêter les inscriptions, on est au max, c'est quelque chose d'inespéré, même à l'intérieur de l'ACPER, on n'y pensait presque pas. Et... Donc, pour aborder notre discussion sur la récurrence, la prévisibilité, le volume... Et la vous vous flexibilité. souvenez? Et la flexibilité, le F qu'il faut rajouter. Je commencerai par vous poser une question. Je pense que c'est presque redondant, mais c'est important de rementionner ça. On a beaucoup de réactions au Inflation Reduction Act. J'aimerais ça vous entendre à nouveau. Peut-être que ça rassemblera aussi les points de vue qui ont été partagés dans les derniers jours sur comment on fait aujourd'hui pour être capable de continuer d'attirer du marché, la mobilisation de capitaux au Québec, alors que nos voisins du Sud se protègent, n'est-ce pas, avec l'IRA. Est-ce qu'il y a des processus, de l'amélioration de certains processus qui peuvent être, selon vos connaissances, implantés ici pour favoriser le développement du Québec? Bon, écoute, on va commencer par être franc, puis on est entre 350 amis. Le IRA, je pense qu'il faut faire la paix avec ça. C'est quelque chose qui est passé, c'est énorme. On ne peut pas compétitionner, le Québec ne peut pas compétitionner contre tout le pays des États-Unis. Tu regardes les PTC, tout ça, ça a commencé en 1992, c'était toujours implémenté 3-4 fois, 3-4 années à la fois, puis à chaque fois, il fallait se battre, il fallait se dépêcher de faire nos projets avant de frapper le cliff, là, que ça allait finir. Puis là, à chaque fois, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la IRA? Ils ont donné une prévisibilité jusqu'en 2032, fait que pour les compagnies comme nous et les autres qui travaillent aux États-Unis, ça donne une stabilité, donc ça va attirer des investissements. C'est un marché, un pays au complet, comparé à une province. Là, moi, je pense que le IRA, il faut regarder ça au niveau des appels d'offres, de voir, bien, c'est quelles leçons qu'on peut prendre de ça, qu'est-ce qu'on peut prendre du IRA, puis essayer d'implémenter au Québec pour essayer de compétitionner, autant pour les appels d'offres, autant au niveau du design, le gouvernement. Je pense qu'il y a un travail d'innovation et de flexibilité, là, pour prendre les mots de monsieur, de ministre Fitzgibbon. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, parce que le IRA, c'est fini, là, it's out there. On ne va pas emmener les OEM de turbines et de panneaux solaires au Québec ou au Canada. Franchement, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on peut faire vraiment pour compétitionner avec ça. Mais en même temps, la compétition entre les territoires, il y en a toujours eu. Oui, l'IRA, c'est une mesure très importante, mais là, qui donne la prévisibilité sur 10 ans, le gouvernement fédéral semble vouloir y répondre. On s'attend à avoir une réponse de leur part ou des mesures semblables au niveau fédéral. Après ça, le gouvernement du Québec, comme tu le dis, il y a une responsabilité, puis il y a des choses qu'il peut faire pour rendre attractif pour nous, les investisseurs, pour notre argent de développement, le Québec. On a parlé de prévisibilité, récurrence et volume, mais il y a aussi comment est-ce qu'on développe des nouveaux avantages compétitifs par rapport aux États-Unis. Je pense qu'on le peut avec notre chaîne d'approvisionnement à certains égards. Je pense qu'on peut aussi avec les interconnexions. On en a parlé un petit peu. Le délai d'interconnexion s'allonge aux États-Unis. Il y a presque 900 gigawatts dans les fils d'interconnexion aux États-Unis. Est-ce qu'on est capable au Québec de développer une nouvelle façon de penser aux interconnexions pour que ça devienne intéressant d'y répondre? Fait que je pense que
on a déjà des bons signaux de la part du gouvernement sur ce qui s'en vient pour nous ici. Après ça, il faut toute notre industrie essayer de réfléchir à nos avantages comparatifs par rapport aux États-Unis. C'est de voir quel produit. On a un super beau produit, je dis souvent ça à la blague, mais le Québec est vraiment bien positionné. Moi, je travaille des deux côtés de la frontière. On est vraiment bien positionné pour aller chercher plus de profit puis être vraiment un leader en Amérique du Nord avec notre hydro, avec l'éolien, tous les projets qu'on a fait d'éolien, là, ceux qui travaillent aux États-Unis, Boralex, tout le monde ici. Vous le savez, c'est compliqué de faire de l'éolien aux États-Unis. Au Québec, on a une belle expertise, on en a fait plein. On peut faire autant de l'éolien, du solaire, mettre ça avec de l'hydro. C'est un produit unique qu'on pourra vendre. Hydro-Québec le fait avec New York, mais ils peuvent, avec l'industrie, venir chercher plus d'énergie renouvelable. Donc, c'est de voir c'est quoi nos forces. C'est la ressource éolienne, c'est notre processus d'interconnexion qui n'est pas parfait, mais qui est mieux que beaucoup d'autres places aux États-Unis où on travaille. Puis c'est de regarder ces avantages-là de façon stratégique pour voir, OK, là, comment on prend ça, on intègre ça à l'appel d'offres, puis on travaille avec l'industrie pour vraiment aller chercher quelque chose d'innovateur là, pour les approvisionnements. Parce que je vais dire, écoutez, je pense que le désavantage du panneau ici, c'est qu'on a toutes des décennies d'expérience, donc on se rappelle de toutes les choses qui ont mal été. Fait qu'on peut s'asseoir ici pendant 3 heures puis critiquer ce qu'Hydro-Québec fait ou le gouvernement fait, mais c'est vraiment de voir de façon critique qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus stratégique. Parce qu'on a des forces. Que là, avec le IRA, c'est sûr qu'ils vont venir chercher des investissements, tout ça, mais regardez, la salle est pleine, on est 350, le Québec repart, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'Alberta, les gens qui ont fait les appels d'offres l'Ontario la semaine dernière, donc vous le savez, au Canada, ça repart de partout. Puis là, c'est de garder notre position de leader. Je peux dire, dans l'Est des États-Unis, Hydro-Québec, on est une grosse machine. Là. Moi, je m'assois avec NYSERDA, puis il me dit, est-ce que tu peux faire des projets du Québec, les emmener ici? Donc, puis en Nouvelle-Angleterre aussi, quand je travaille au Maine, ils disent, mais là, as-tu le droit? J'aimerais ça discuter avec Hydro-Québec avant pour voir. Donc, on est une force, ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec Hydro-Québec. Promoteurs québécois, en tout cas les promoteurs dont on est, qui travaillent au Québec, on se retrouve souvent des promoteurs d'Hydro-Québec également, puisque absolument. Justement, je pense que tu voulais rajouter quelque chose un peu là-dessus. Peut-être un élément ou une perspective sur le IRA. Le phénomène, évidemment, ça amène beaucoup d'attraction sur le marché des États-Unis, de l'attention par, entre autres, les manufacturiers. Les manufacturiers, si vous le savez, là, si vous ne le savez pas, dans la dernière année, ont tous perdu entre 1 milliard et 2 milliards de pertes. Donc, c'est des entreprises qui ont besoin de se refaire et sont en train, évidemment, les États-Unis, avec leur IRA, et le marché où ils cherchent à planifier où est-ce qu'on va mettre nos usines, à sécuriser les approvisionnements, à planifier. Donc, c'est certain qu'on a un gros défi au Québec. On doit compétitionner avec cette situation-là, mais je pense qu'on peut avoir espoir. Oui, on est une industrie dynamique ici au Québec. On a un volume intéressant quand on parle de faire 4000 mégawatts, d'avoir des appels d'offres récurrents d'1 gigawatt par année. Il ne faut pas perdre espoir. Je pense qu'on va être capable quand même de capter l'attention des grands manufacturiers. On ne pourra pas tout faire, mais je crois qu'il y a de l'espoir. Je crois qu'on va pouvoir quand même fabriquer des tours au Québec. Il faut. Les pales, peut-être qu'on trouvera une voie de passage aussi pour en fabriquer pour nos projets. Alors, oui, il y a ça. Et bien sûr, le ITC, Investment Tax Credit, qui s'en vient, va nous permettre, je crois, de tirer notre épingle du jeu au niveau manufacturier quand même. Effectivement, c'est ça qui est sur les lèvres. On entend, quand on parle avec le ministre Fitzgibbon, il nous en a parlé lors de son allocution d'hier, son grand intérêt, c'est également d'utiliser ce levier-là pour attirer des manufacturiers, mais nous, on voit ça comme une chaîne de valeur. Il n'y a pas uniquement des tours et des pales là, dans une éolienne, même si au Québec, on reconnaît bien fortement l'impact que LM et Marmen ont ici. Il y a plusieurs autres composantes. C'est là, on peut aussi aller valoriser la chaîne manufacturière dans son ensemble. On peut aussi... c'est ça, arrêter de capoter sur le IRA. On peut aussi s'inspirer de ce qui se fait dans la méthode d'approvisionnement dans d'autres endroits du monde. Vous êtes tous impliqués dans plusieurs pays. J'aimerais ça aussi vous entendre
de quoi on pourrait s'inspirer de méthodes d'approvisionnement qui se font dans d'autres juridictions, qui seraient applicables ici, qui pourraient également nous permettre de moderniser nos appels d'offres et moderniser l'ensemble de nos programmes d'achat d'électricité. Tu as un qui veut se lancer là-dessus? Ben, c'est sûr que tu l'as dit dans ta présentation, hein, il y a trois façons de s'approvisionner au Québec. Bon, il y a le gré à gré, on en a parlé. Il y a les appels d'offres et le corporate PPE. Et moi, je pense que ces trois méthodes-là sont essentielles. Les appels d'offres sont vraiment le meilleur outil pour envoyer des signaux clairs à l'ensemble des développeurs, à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, aux fournisseurs qui sont au Québec, mais qui sont à l'extérieur, qui pourraient être intéressés au Québec. C'est la meilleure façon aussi de faire en sorte qu'on a de la transparence sur les coûts, sur les tarifs. Ça crée de la compétitivité. Donc, c'est sûr que les appels d'offres, il faut que ça demeure des appels d'offres ouverts, transparents. On reviendra plus tard sur certaines conditions complexes, mais il faut que ça demeure un canal d'approvisionnement important. Puis les corporate PPA, bien là, ça nous offre la possibilité d'augmenter la puissance installée au Québec en partageant le risque entre des joueurs différents, plutôt que ce soit Hydro-Québec qui s'engage à acheter pendant 20 ans l'énergie issue d'un parc. Ça pourrait être un consommateur privé qui a des projets de développement ou de décarbonation. Donc, je pense qu'il faut ouvrir ces possibilités-là au Québec. Après ça, c'est sûr que ça passe aussi par des politiques publiques qui sont claires, simples, compréhensibles pour les joueurs qui veulent venir ici. Effectivement, mais on est à l'aube aussi de la consultation sur l'énergie, sur la transition énergétique. Je ne me souviens plus du terme exact que le premier ministre a utilisé. Ça va être lancé en mai. Le ministre nous en a aussi parlé, avec potentiellement d'ici la fin de l'année une modernisation de la loi sur la régie de l'énergie. Je pense que tu ne te souviens plus du titre parce que je ne suis pas sûre qu'il a décidé. OK, bon, en tout cas, je vais en proposer un, peut-être qu'il sera plus... Mais effectivement, ça pourrait nous permettre d'avoir cette souplesse-là également, puis de s'assurer qu'on utilise tous les moyens qui sont à notre portée pour réussir cette transition qui dure éternellement. Est-ce qu'il y a un autre d'entre vous qui voudrait parler? Essentiellement, c'est flexibilité. Flexibilité. Il ne faut pas s'attacher. Il faut avoir des méthodes aussi pour le procurement, où on a un signal du marché, mais des conditions aussi. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec d'autres juridictions de façon mondiale, et si on est trop restrictif, c'est le payeur de tarifs à la fin qui va le prendre. Donc, ça, c'est central. Les appels d'offres, là, c'est aussi une façon de discipliner l'industrie aussi. Je pense que ça en prend toujours un minimum. Et il faut que l'industrie reste compétitive. Et c'est un signal de marché qui est transparent pour les payeurs de tarifs. Donc, ça doit être conservé absolument, je pense. Mais les règles aussi, les règles du jeu, il faut les comprendre. On n'est pas... Le Québec, c'est une option pour les manufacturiers, pour les constructeurs, mais ils ont bien d'autres options. Donc, il ne faut vraiment pas l'oublier. Également, il y a une division entre maintenant, puis ça, c'est un nouveau phénomène où l'expertise se divise maintenant en deux branches, offshore, onshore. Donc, il y a une dilution aussi de leur capacité à mettre du temps dans un marché puis s'adapter aux règles. Donc, des fois, ça va demander trop d'efforts. Ils vont dire, oublie ça. Je vais me concentrer ailleurs, puis je n'offrirai pas tel produit. Donc, vraiment important. Effectivement, on est souvent assis ensemble avec une vision un petit peu cercle fermé. On positionne le Québec au centre du monde. Puis on oublie de regarder qu'est-ce qui se passe autour. On oublie qu'on est une province, qu'on est 8 millions d'habitants. On oublie de se positionner dans le côté international. Je pense que quand on en parle à ce niveau-là, il y a plusieurs idées qui circulent parmi les développeurs et les industries au sujet de ces mesures qui pourraient être adaptées dans des appels d'offres. J'aimerais ça peut-être, Louis, que tu nous en parles. Oui, absolument. Il y a les appels d'offres comme tels, oui, mais les critères qu'on retrouve dans les appels d'offres, j'en nommerai deux. Une chose qu'il faut faire différemment dans le futur qu'on a toujours fait dans les appels d'offres précédents, nous, comme développeurs, lorsqu'on fait des propositions à Hydro-Québec, il ne faut pas
déjà être lié avec un manufacturier d'éoliennes, avec un modèle d'éolienne pour un projet qu'on va mettre en service 4 ans, 5 ans plus tard. Ce n'est pas au bénéfice du consommateur québécois d'électricité. Si on veut de l'énergie renouvelable à prix compétitif, il faut que nous, comme développeurs, on ait un levier de négociation auprès des manufacturiers. Les éoliennes, ça représente 60 à 70 du coût total du projet. Donc, c'est un élément, mais il est capital. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a une écoute actuellement et on souhaite que les prochains processus d'approvisionnement prennent ça en compte. Parlant de prendre des choses en compte, on en parlait hier, je crois. On parle d'appels d'offres récurrents chaque année. Il faut se donner un moyen, comme industrie, avec Hydro-Québec qui lance les appels d'offres, de pouvoir donner de la rétroaction. Donc, après une première vague, après une première série de projets, être en mesure de pouvoir s'asseoir et concrètement dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on doit ajuster pour le prochain appel d'offres. Donc, ça, je pense que c'est un mécanisme qu'on doit systématiser, pas juste dans l'informel, mais avoir un processus rigoureux de rétroaction et d'amélioration continue du processus dans les prochaines années. Effectivement, je suis tellement d'accord, c'est primordial. Certains d'entre vous m'ont entendu dire ça dans les dernières semaines. On se retrouve avec des appels d'offres. J'ai bien ri de cette expression-là d'un de mes collègues. On fait des appels d'offres en 2022, en 2023, avec la philosophie de 2005. Donc, je pense que cette vision-là, d'être capable de se donner, de se donner le temps et le droit de faire une rétroaction pour être en mesure que chacun, à chaque fois, on soit capable d'améliorer. Et cette amélioration-là ne peut pas se faire sans qu'il y ait une discussion à trois. C'est l'industrie, c'est l'acheteur d'électricité et c'est le réglementaire, le ministère. Donc, c'est très important de poursuivre cette discussion-là. La chose qui s'est passée depuis 2005, c'est que pendant très longtemps, on n'était pas tous ensemble autour de la table. Aujourd'hui, on l'est. C'est important de travailler pour arriver à ce que Louis nous présente. Très bon point. Est-ce que vous avez d'autres aspects que ces deux points-là? La capacité d'avoir plus d'ouverture, de ne pas avoir à se faire lier avec un manufacturier dès le départ, de faire de la rétroaction? Bien, je reviendrai sur le point de Louis, parce que c'est super important. Je prends l'exemple comme à New York, après chaque appel d'offres, ils font des genres de RFI, Request for Information, où ils demandent, OK, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Puis il y a une ouverture de conversation directe qu'ils ont avec les développeurs. Puis je dois dire, moi, dans mes 16 ans, je pense que c'est la première fois que je sens qu'il y a une ouverture aussi d'Hydro-Québec de comprendre un peu mieux, puis de savoir, puis de s'adapter. Mais il faut continuer cet effort-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations à partager. On a une grosse expertise au Canada. Si je regarde New York, je trouve que ce n'est pas une coïncidence qu'en 4 ans, les gens qui ont le plus de contrats à New York, c'est tout le monde sur le stage ici. C'est Invenergy, c'est EDF, c'est Boralex. Ce n'est pas par accident, c'est qu'on a appris à faire des choses comme il faut au Québec, puis on a exporté ça à New York. Je le sais, parce que moi, dans mes premières années, en 2017-2018, j'allais à New York, je rencontrais les autorités gouvernementales, ils disaient « Ah, vous êtes différents, vous faites ça ». Mais c'est juste qu'au Québec, on a appris « OK, il faut parler à la communauté, il faut faire ci, il faut faire ça ». Puis c'est pas un accident que les gens qui ont plus de contrats maintenant, c'est des gens qui sont fait les dents au Québec. Mais pour revenir à ta question, excuse-moi, là, j'ai plugué. Non, c'est parfait. Non, mais c'est parce qu'on voudrait que l'énergie et l'expertise voyagent dans les deux sens. Donc, on a exporté la façon de faire québécoise de New York, importons les bonnes affaires de New York au Québec. C'est ça, exactement. Fait qu'eux, ils font des feedback loops, là, ou des rétroactions, c'est super bon. Des rétroactions. Mais c'est vraiment important, parce que c'est vrai, parce qu'on est capable, tu sais, puis ça peut être annoncé, des fois, c'était comme, ah, mais là, dans le formulaire Excel 8, telle affaire, ça ne marchait pas. Tu sais, c'était pas collé à la réalité. Fait que je pense que c'est ça qui manque au niveau des appels d'offres, c'est la flexibilité, puis vraiment avoir une ouverture d'esprit, parce que, comme je dis encore, là, on est vraiment bien positionné pour offrir des produits uniques. On a des très bons contrats au Québec. EDF, on est dans 22 pays, mais en Amérique du Nord, on est très, très actifs, mais je peux vous dire, nous autres, quand on faisait, toute l'équipe, on présentait nos contrats au conseil d'administration, puis l'appel d'offres, c'est des contrats convoités, là, comparé à des corporate PPA qu'on fait aux États-Unis de 10, 12, 15 ans, puis c'est des contrats beaucoup plus compliqués. Donc, c'est pas parfait,
Mais on a des bons produits, mais c'est juste, si on veut rester chef de file, il faut continuer à s'adapter. Comme Alex il a dit, le offshore, ça devient une bête énorme. Tous les bons talents, comme nous, je sais qu'à EDF, toutes les grosses têtes s'en vont au offshore tranquillement, parce qu'on vient les chercher. Puis c'est quelque chose qu'on va vivre dans l'industrie. Puis c'est vraiment dans un contexte mondial. C'est juste ça qui manque, c'est qu'on est encore, comme tu dis, pogné dans 2005. Là, on a un contexte mondial, on a l'offshore. On a peur du IRA, mais en Europe, la directrice du DENA disait qu'ils vont faire 115 gigawatts d'ici 2030. Fait que si vous êtes un manufacturier qui est basé là-bas, pourquoi s'occuper du Québec si je peux rester chez moi et faire tous ces mégawatts-là? Il y a toute cette optique-là mondiale que je pense qu'il manque, là, qu'il faut s'adapter. Puis tu ouvres la porte à quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'exportation. Tu sais, l'exportation d'énergie du Québec, puis le fait que nos voisins sont en train de se développer. Puis oui, on a beaucoup parlé d'échanges énergétiques en termes d'exportation au Québec historiquement, alors que je pense qu'il faut changer notre état d'esprit et se dire qu'il faut qu'on mette en valeur maintenant les ressources, notamment éoliennes onshore, qui sont compétitives maintenant. Une fois qu'elles vont être construites, elles vont devenir intéressantes à vendre à certains moments, mais les interconnexions qu'on construit avec les États-Unis ou avec nos voisins éventuellement canadiens, elles vont servir aussi à importer. Et donc là, sur une vision plus long terme, quand on fait en sorte de développer les meilleures ressources maintenant et de maximiser les lignes d'interconnexion avec nos voisins, ça va nous revenir aussi au Québec parce qu'on va avoir gardé cette avance de développement d'énergie renouvelable qu'on a déjà et on va être capable dans 20 ans, au moment où l'offshore va produire plein régime et le solaire d'EDF et de Boralex dans l'État de New York et d'Invenergy va produire pleine capacité. On va pouvoir l'acheter à très peu cher, augmenter la valeur de l'hydro qui est derrière nos barrages et éventuellement revendre l'éolien onshore pendant l'hiver. Tu sais. Fait que je pense aussi que là, on est beaucoup dans le 4 ans, tout ça, puis les besoins québécois, mais il faut décloisonner, puis il faut qu'on continue comme industrie à porter une vision encore plus long terme qui va être intéressante pour le Québec. L'interconnexion aussi pour les appels d'offres. Oui, effectivement, ça serait un sujet vraiment nécessaire à aborder. Il y a deux autres sujets vraiment importants dont on a parlé dans les derniers jours. On parle de l'interconnexion, on parle de la chaîne de la valeur, de la chaîne manufacturière. J'aimerais vous entendre un peu sur ces deux aspects-là. Au niveau de tu voulais parler d'interconnexion. J'allais juste dire, c'est la semaine dernière, je pense à New York, ils ont approuvé les Phase 2 upgrades. Là, c'est 4-5 milliards d'interconnexions. Puis ces interconnexions-là, ça paraît comme un gros chiffre, mais ça, c'est juste pour être capable de répondre à ce qu'ils ont donné en contrat. Donc, ils ne pensent même pas vraiment encore au futur. Là, on s'est battu pendant des années pour faire approuver ça. C'est passé jeudi. C'est une petite victoire, mais une grosse victoire, mais une petite pour nous, parce que là maintenant, on va commencer à pousser les grosses interconnexions pour le futur. Puis pour les gens d'Hydro-Québec, je pense que les appels d'offres, c'est une chose. En dessous, c'est l'interconnexion. Développer l'interconnexion, absolument. Puis là, ça aide l'industrie, ça va faire un produit unique qu'ils peuvent continuer à vendre en Ontario, à New York, etc., dans la Nouvelle-Angleterre. Donc, l'interconnexion, je pense. Puis il y a des beaux exemples aux États-Unis. Il y a le CREZ, il y a plein de choses qui se font que les gens d'Hydro-Québec, ils peuvent s'asseoir puis regarder qu'est-ce qui se fait puis trouver quelque chose d'innovateur à mettre ici. Je peux justement partager un exemple. Puis moi, en fait, on parle ici d'approvisionnement d'énergie renouvelable, mais en fait, ça devrait être une planification intégrée des ressources pour aller chercher l'énergie, mais ça va de pair avec l'infrastructure de transport. Ça va ensemble. Quand on a construit la baie James, on ne s'est pas dit on va faire un barrage, puis on ne s'est jamais posé la question sur une ligne 735 kV. Ça faisait partie de l'ensemble. C'est la même chose aujourd'hui. Oui, là, on va avoir une carte prochainement, puis il va y avoir des capacités résiduelles. On va pouvoir faire un petit bout de chemin à court terme là-dessus. Encore faut-il que ce soit des endroits où il y a du vent, parce qu'on fait des parcs éoliens. C'est ce qu'on disait tantôt. Donc, à voir, mais je pense qu'il faut d'ores et déjà planifier l'infrastructure de transport. Je donnerai l'exemple dans l'État de New York. Donc, il y a un an, vous savez, Hydro-Québec a conclu le plus grand contrat de toute son histoire avec l'État de New York pour exporter 10 TWh d'énergie renouvelable. Va de pair avec ce projet-là, un projet de transport électrique.
Il y a eu 2 grands gagnants de ce processus-là. Il y a Hydro-Québec qu'on a entendu ici, évidemment, parce qu'on est au Québec. Mais il y a aussi un deuxième projet qui est Clean Path. Clean Path, c'est Invenergy qui est derrière ce projet-là. C'est un projet aussi d'une infrastructure de transport qui permet d'aller chercher près de 4 gigawatts, 4000 mégawatts d'éolien et de solaire dans le Upper New York State, là où est la ressource, et y interconnecter l'éolien et le solaire. Donc, nous, on est promoteur du projet de transport, mais on est aussi producteur, mais on n'est pas le seul. Donc, notre 4 gigawatts, on a nos propres projets éoliens et solaires qu'on raccorde, mais on a aussi d'autres partenaires, compétiteurs qui sont des partenaires ici à côté, EDF et Boralex, à qui on achète l'énergie pour combler ce 4 gigawatts-là. Donc, vous pouvez voir, c'est un exemple très concret qui nous permet de livrer 7,5 TWh. Hydro-Québec, c'est 10 TWh. Donc, c'est quand même le 3/4 du contrat historique d'Hydro-Québec. Ce n'est pas rien ce qu'on arrive à accomplir. Mais mon point ici, en fait, c'est de démontrer que tout ça, c'est intégré et ça doit être pensé, réfléchi de manière intégrée. Puis là, je fais le parallèle. On sait, au Québec, il y a plein de régions avec beaucoup de potentiel. On connaît les contraintes à l'est de Lévis. Il faut trouver une façon, puis il y a des gens brillants, certains, chez TransÉnergie qui pensent à ça, mais il faut penser à des projets structurants qui vont nous permettre justement d'aller chercher la ressource là où elle est, la meilleure ressource qui nous permet de produire de l'énergie renouvelable à bas coût. Et on sait que l'Est du Québec est une région où on va pouvoir développer 1, 2, 3, 4 gigawatts de plus, mais il faut planifier de manière intégrée aussi l'infrastructure de transport. On en a parlé à plusieurs reprises aussi. C'est cette cohésion dans le développement de tout ce qui touche les lignes électriques qui doit se faire en commun avec l'industrie. Ça fait ce blocage-là au niveau de Rivière-du-Loup puis à l'est de Lévis, mais c'est quand même assez incroyable. On entend parler de ça depuis 15 ans. 15 ans, puis on n'est pas plus capable aujourd'hui à d'interconnecter des projets dans cette région-là. Comme on disait tantôt, l'idée, c'est pas de critiquer continuellement, mais on peut aussi apprendre un peu peut-être pas de nos erreurs, mais peut-être en tout cas de notre layback là, par rapport à la situation. C'est pas d'hier qu'on sait qu'il y a des besoins d'interconnexion dans ce coin-là. On a besoin de s'assurer qu'il y a une discussion et ces interconnexions-là, si on veut y arriver là, à notre 4000, plus 4000, plus 4000, plus 4000, il faut que ça commence demain matin. Dans le sens, c'est aussi long de faire des projets de ligne de transmission. On n'apprendra rien à plusieurs d'entre vous. Donc, c'est un autre projet d'énergie renouvelable, la transmission. Bien aussi, il ne faut pas oublier aussi les autres étapes. On parle beaucoup, là, ici, on est très focusé sur la période de sprint. C'est le 0-5 ans d'un projet, mais il ne faut pas oublier qu'une fois que c'est construit, ça prend aussi du monde en opération. En ce moment, on fait nos petits modèles là, en développeurs, on voici le prix. Ça prend du monde qui monte des tours, qui nettoie, qui change l'huile. Pensez à ça aussi, parce qu'au niveau de la formation de ces gens-là, sont très, très, en ce moment, en demande. C'est pas toujours évident de trouver des techniciens. Donc, ça aussi, il faut que l'industrie se prépare là, à moyen et long terme à cette quantité-là. Tu touches justement la discussion de la main-d'œuvre qui est aussi associée à la discussion de la chaîne de valeur, de la chaîne manufacturière. Est-ce que tu as d'autres éléments là, pour poursuivre sur cette lancée-là? Bien, là, on est à l'aube. Il faut vraiment débuter la réexpansion de l'industrie. Donc, évidemment, en développement, on a eu un certain success rate. Il y a eu un effacement un peu de notre expertise. Certains sont allés dans d'autres domaines. Donc, il faut recréer ce volume-là. Puis, il faut essayer aussi de garder notre expertise et être bon. Parce qu'il faut livrer la marchandise, il faut avoir nos contrats à terme. En fin de compte, quand tu sous-soumissionnes, tu as fait une partie de la job, mais il faut se rendre avec un décret gouvernemental. Ça veut dire beaucoup de travail puis de l'expertise. Après ça, il faut aussi ramper l'industrie au niveau de la construction. Mais avant ça, il faut aussi qu'Hydro-Québec soit capable d'analyser leur boîte d'offres.
Puis ça, c'est un gros concern. Et d'avoir la transmission aussi. Il faut avoir des lignes. Donc après ça, c'est est-ce que tu vas être capable de construire ça? Il y a combien de grues disponibles? Comment que dans le marché, on peut maintenir un rate de construction à ce... Peut-être que le marché actuellement, M. Richard parlait peut-être de 1000 mégawatts, peut-être 200, 250 tours à monter par année max dans le marché qu'on peut faire au Québec actuellement ou peut-être dans le futur. Donc, il y a les beaucoup de ressources au travail. gouvernement pour évaluer nos projets, sortir les ouais. autorisations en temps. Analyser nos boîtes, même si on ne fait plus de dépôt papier. Là. Mais préparez-vous, les gens d'Hydro-Québec, préparez-vous, là, le prochain appel d'offres, il va en avoir beaucoup d'offres, donc de clés USB. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on a parlé de toutes ces années de ralentissement là, du développement des énergies renouvelables qu'on a vécu depuis 10 ans, là, non seulement ça a étiolé, bon, évidemment, l'emploi à l'intérieur des entreprises en énergie renouvelable. La discussion que j'avais hier avec les gens des municipalités, c'est que ça également... Il y a eu également un étiolage au niveau des employés dans les différents ministères qui connaissent, qui ont fait... Hier, je parlais au niveau des prêts au ministère municipal, je ne me rappelle plus du nom. Il n'y a plus personne qui a déjà fait ça. Il faut qu'on ramp up. Après ça, même chose pour les analyses environnementales, même chose pour les besoins de lettres d'intention. Si à l'intérieur même, aussi d'Hydro-Québec et de notre gouvernement, on étiole la connaissance parce qu'on n'a pas cette prévisibilité-là, c'est non seulement de notre côté du lac qu'on doit ramp up, comme disait Alex, mais de l'autre côté aussi, il faut être capable d'avoir cette expertise-là. J'aime pas non plus dire « Ah, on va être capable de faire max ça. Ah, il n'y a pas de grue. » Attends, on est aujourd'hui, là. On veut de la prévisibilité. On va y arriver. La dernière chose, le dernier message qu'on veut passer, c'est qu'on n'y arrivera pas. Mais il faut être réaliste dans ce que ça exige pour y arriver. C'est là qu'on a cette position-là d'association et de différents développeurs pour pouvoir construire de façon, je disais, de la cohésion au niveau du développement de la transmission. Mais je dis la même chose dans le développement de notre main-d'œuvre, le développement de notre chaîne de valeur. Je dirais, je ne sais pas si... Mais je dirais que l'industrie doit faire il faut avoir une prévisibilité, il faut être capable d'identifier les quantités. Comme exemple, en ce moment, si on va avoir des jeunes en construction, ils ont une formation à suivre. Donc, si on commence à coût de 1000 mégawatts à partir de 2026, on sait que là, il faut essayer de staffer ces gens-là et les former. Donc, nous, là, comme association aussi, il faut se préparer puis aller directement s'assurer finalement qu'on va avoir de la main-d'œuvre. Ça, c'est notre devoir collectif. On peut promouvoir dès aujourd'hui pour être capable d'avoir la main-d'œuvre nécessaire. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Je ne veux pas te voler le mot de la fin. Ah, tu peux y aller. Je vais quand même avoir le mot de la fin. Fais-toi-en pas. Mais tu sais, ça fait quelques instants que ça me trotte dans la tête, puis on souligne, tu sais, on voit les enjeux là, tu sais, apparaître à l'horizon, les choses qu'il faut réfléchir. Il faut avoir une espèce... Dans le fond, on fait de la gestion de croissance. C'est quand même excitant, disons-le. Mais tu sais, moi, ça fait juste 3 ans que je suis dans l'industrie avec vous. Donc, sauf que quand je suis arrivée il y a 3 ans, j'ai rejoint Boralex, développé au Québec, là, c'était pas du tout dans les cartons, tu sais, puis j'ai commencé à m'impliquer à l'ACPER, puis c'était pas super excitant et enthousiasmant, mettons. Et tu sais, à l'intérieur, ben, c'était avant que t'arrives. Mais tu sais, j'ai juste envie de conclure en disant, tu sais, à l'intérieur de 3 ans, là, on a trouvé le moyen de se mobiliser tous ensemble, de changer le discours public. Le marché a complètement changé. On s'est repositionné. Les conversations avec nos partenaires au Québec, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit le gouvernement, ont complètement changé. Et je pense qu'on a créé un contexte
Puis l'ACPER est très importante dans la création de ce contexte-là, pour faire en sorte qu'on soit ici aujourd'hui à se dire « Et tabarnouche, comment c'est qu'on va faire pour faire 1000 mégawatts par année? Peut-être même plus, tu sais. » Donc, je pense qu'il faut juste aussi prendre le temps de savourer ce moment-là, de souligner le travail que tout le monde dans la salle a fait ici d'une façon ou d'une autre. Le tien, Viviane, le tien, Gabriel, celui de chacun d'entre nous qui avons mis du temps puis des énergies à l'ACPER. Puis, tu sais, c'est tellement vrai, on oublie. Stéphane l'a dit au début, là, on peut toujours s'asseoir puis commencer à critiquer puis à trouver que ça se passe toujours mieux ailleurs, puis etc. Mais il faut aussi se taper dans le dos pour toutes les réussites des dernières années. J'en ai parlé. Tu sais, on a parlé beaucoup dernièrement par rapport aux appels d'offres, de la modification du contenu régional versus le contenu québécois. Le contenu régional, c'était une obligation qui a été mise en place au début des années 2000 pour répondre à un besoin criant. Et la Gaspésie, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est en grande partie grâce à cette politique-là. C'est plus nécessairement une politique qui est nécessaire. Il faut maintenant poursuivre sur cette lancée-là, mais c'est une énorme réussite qui a été faite grâce à l'implantation de l'énergie éolienne. C'était visionnaire. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, on doit s'en féliciter comme on doit se féliciter de plusieurs autres. Et donc, c'est peut-être ça le mot de la fin qu'Isabelle disait. On va clore... je te disais, tu pourrais pas me l'enlever. On va clore ce panel. Je vous remercie infiniment. Comme on le disait tantôt, on peut parler de ces sujets-là pendant 2 heures. C'est notre pain quotidien. On est aussi tous très passionnés. Merci infiniment de votre temps. Merci. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci. À Merci. toi,